Salam alaikum, on continue avec le cours optimisation, chapitre 1, vidéo numéro 2. Notion d'analyse convexe. Définition. Un ensemble E convexe est convexe si et seulement si, quel que soit x1 et x2, deux points de cet ensemble, il existe alpha, une valeur alpha entre 0 et 1, telle que alpha fois x1 plus 1 moins alpha fois x2 appartient à E. Géométriquement, on dit qu'un ensemble E est convexe si je prends aléatoirement deux points x1 et x2 de cet ensemble, je relie ces deux points avec un segment, je dois trouver que tous les points de ce segment appartiennent aussi à l'ensemble E. Donc, dans ce cas, je dis que l'ensemble E est un ensemble convexe. Donc, cette expression ici, elle exprime en fait le segment, cette expression, elle exprime le segment qui relie les deux points x1 et x2. À chaque fois, je donne une valeur à alpha entre 0 et 1. Je vais avoir ici, sur ce segment, un point. Et ainsi de suite, donc jusqu'à ce que j'exhauste toutes les valeurs entre 0 et 1. Prenons un exemple. Voilà, supposons ça c'est mon ensemble E. Ensemble E. Je vais prendre deux points sur cet ensemble, un point x1 et un point x2. Alors, lorsque je relie ces deux points, voilà, le segment résultant appartient à l'ensemble E. Donc, je dis que E est convexe. Je donne un autre exemple. Un autre exemple ici, un ensemble E de points. Alors, je prends deux points de cet ensemble, x1 et x2, x1, x2. Je relie les deux points. Hop, ici, j'ai une partie de ce segment qui relie les deux points x1 et x2. Cette partie n'appartient pas à l'ensemble E. Alors, dans ce cas, je dis que l'ensemble E est un ensemble non convexe. C'est un ensemble non convexe. Passons à une autre définition. Combinaison convexe. On dit qu'un point X est combinaison convexe des points x1 et x2 jusqu'à xp si et seulement si il existe μe, des valeurs μe supérieures ou égales à 0, avec la somme des μe égale à 1, telle que x égale à la somme des μe multipliées par les points donnés. Donc, prenons cet exemple. Supposons j'ai 3 points x1, x2, x3. On dit que P ici est une combinaison convexe de ces 3 points si je peux trouver μ1, μ2, μ3, les 3 supérieurs ou égales à 0 et leur somme
leur somme, donc la somme de mi1 plus mi2 plus mi3 égale à 1, avec P égale à la somme, P égale à la somme de mi1 fois x1 plus mi2 fois x2 plus mi3 fois x3. Il est à noter que tous les points P que je vais trouver en changeant les valeurs de mi1, mi2, mi3 vont former un ensemble convexe. Voilà donc la notion de combinaison convexe. Alors, comme conséquence de cette définition C, on a une autre définition, fermeture convexe. La fermeture convexe d'un ensemble non convexe E0, supposons qu'il s'agit d'un ensemble E0 non convexe, on l'écrit ici, et l'ensemble, donc la fermeture convexe de cet ensemble, est l'ensemble combinaison convexe des points de E0. Donc, la fermeture de cet ensemble est l'ensemble des combinaisons convexes de tous les points de l'ensemble E0. Autrement dit, la fermeture convexe de E0, c'est l'ensemble des points ajoutés à l'ensemble E0. Ça nous donne au total un ensemble convexe. Définition d'une fonction convexe. Une fonction convexe f de x de Rn vers R continue et dérivable est convexe C quel que soit x1, x2, deux points de cet ensemble, et alpha appartenant à l'intervalle 0 à 1, on a f de x1 alpha plus 1 moins alpha fois x2 est inférieur ou égal à alpha fois f de x1 plus 1 moins alpha fois f de x2. Ça veut dire l'image, donc si je prends deux points x1 et x2, l'image de la droite qui les relie, donc c'est ça l'image de cette droite, elle doit être inférieure au segment qui relie f de x1, 2 et f de x1. Et comme conséquence à cette définition, on peut dire aussi qu'une fonction est convexe si seulement c'est l'ensemble au-dessus de son graphe est convexe. Voyons ça dans un exemple. J'ai une fonction f de x. Voilà la courbe de cette fonction. Je prends deux points x1, x2. Donc, ils vont me donner comme image f de x1, f de x2. Je vais écrire ça ici. x1, f de x2. Je relie entre ces deux points, f de x1 jusqu'à f de x2. Donc, l'expression
de ce segment-là, c'est alpha f de x1 plus 1 moins alpha f de x2. Voilà. Le segment qui relie x1 à x2, c'est x1 alpha plus 1 moins alpha x2. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Je dois trouver que l'image de ce segment, qui est ici, c'est la partie en rouge, doit être inférieure au segment qui relie f de x1 et f de x2. Et ça, c'est vérifié ici. Vous voyez que les points du segment en noir, le point du segment qui relie f de x1 à f de x2 est supérieur, il est en haut, il est au-dessus de la partie rouge de l'image. Donc, il est au-dessus de l'image du segment x1, x2. Donnons un autre exemple. Et avant ça, donc, je reviens sur la conséquence dont on a parlé dans la définition. On a dit que pour dire qu'une fonction f de x est convexe, il faut que l'ensemble en dessus de cette fonction délimitée par la courbe soit un ensemble convexe, ce qui est aussi vérifié dans ce cas. Donc l'ensemble des points jaunes est un ensemble convexe. Passons au deuxième exemple. J'ai une autre fonction, une fonction f de x. Je prends deux points x1 et x2. Les images de ces deux points, c'est f de x1 et f de x2. Je trace la droite qui relie ces deux points. Donc la droite, c'est alpha f de x1 plus 1 moins alpha f de x2. Et je compare avec l'image du segment f de x1, plutôt l'image du segment x1, x2. Donc voilà, en rouge, cette image. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai une partie de l'image du segment x1, x2 qui est en dessus d'une autre partie du segment qui relie f de x1, f de x2. Et c'est pourquoi ici, on dit que la fonction f n'est pas une fonction convexe. N'est pas une fonction convexe. Aussi, vous voyez ici l'ensemble des points délimités par la courbe de la fonction au-dessus de cette courbe, bien sûr, en jaune, c'est un ensemble non convexe. Pourquoi? Si j'applique la définition d'un ensemble convexe, je prends ici un point XA par exemple, ici un autre point XP, je relie les deux points, je trouve qu'une partie de ce segment est hors l'ensemble des points jaunes. Donc, cet ensemble n'est pas convexe, non convexe. Ce qui implique que la fonction qui délimite cet ensemble est une fonction non convexe. Alors, nous avons vu deux méthodes de dire la convexité d'une fonction. Cependant, ces deux méthodes
Donc la définition et sa conséquence ne nous permet pas de vérifier la convexité d'une fonction par le calcul. Donc, en mathématiques, on veut calculer les choses, on veut démontrer analytiquement. C'est pourquoi on a besoin d'un outil mathématique pour vérifier la convexité des fonctions. Donc, ce théorème nous donne cette possibilité. Une fonction f de x est convexe si et seulement si sa matrice hessienne ici semi-définie positive. Donc, j'ai une fonction f de x. Est-ce qu'elle est convexe ou non? Donc, pour vérifier qu'elle est convexe, il suffit de calculer sa matrice hessienne. Si je trouve que cette matrice hessienne est définie positive, alors je dis que la fonction f de x est convexe. Si je trouve que cette matrice n'est pas définie positive, alors ma fonction, elle est non convexe, elle n'est pas convexe. Théorème numéro 2. Un programme mathématique convexe a un seul optimum qui est l'optimum global. Donc, ça c'est clair. Si je trouve qu'une fonction convexe, ça veut dire de cette forme, alors c'est clair qu'on a un seul minimum de cette fonction qui est un minimum global. Donc, je ne vais pas avoir ici un petit minimum, donc un minimum local. Non. Donc, ça, c'est une fonction non convexe. Donc, une fonction convexe, j'ai toujours un seul minimum, qui est le minimum global. Rappel mathématique. Donc, pour appliquer le théorème précédent, il faut tout d'abord commencer par rappeler comment calculer la fonction bien la matrice hessienne. Donc, commençons par le gradient, soit frn, f de Rn vers R, une fonction continue. La fonction notée, nabla f de x, donc c'est le gradient de f de x, de R vers Rn, est appelé le gradient de f et est défini par, donc le gradient de f de x égal à un vecteur. Le nombre des composantes de ce vecteur, c'est le nombre des variables. Ça veut dire si x a deux composantes x1, x2, mon gradient sera un vecteur de deux composantes. Si x a trois composantes, le gradient va avoir trois composantes et ainsi de suite. Donc la première composante, c'est la dérivée de la fonction par rapport à la première variable. La deuxième composante, c'est la dérivée de la fonction par rapport à la deuxième variable et ainsi de suite. Donnons un exemple. Ici, j'ai donné le résultat directement. Soit fx1, x2, x3 égale exponentielle x1 plus x1 au carré fois x3 moins x1, x2, x3. Donc, le gradient de ma fonction, c'est un vecteur de trois composantes. Donc, composante qui correspond à x1, à x2 et à x3. La première composante, c'est la dérivée de ma fonction par rapport à la première variable. Donc, par rapport à x1, donc la dérivée de exponentielle x1, c'est exponentielle x1, plus la dérivée de x1 au carré fois x3
égale à 2x1 fois x3 moins la dérivée de la troisième partie sera moins x2 x3 moins x2 x3. Dérivons maintenant par rapport à x2. Donc ici ça sera 0, ici c'est 0, ici ça sera moins x1 x3. Voilà, moins x1 x3. Et pour la troisième composante, c'est la dérivée par rapport à x3. Donc ici c'est 0, ici c'est x1 au carré moins x1 x2. x1 au carré moins x1 x2. Passons maintenant à la définition de la matrice hessienne, soit f de Rn vers R, une fonction deux fois différenciable. La fonction notée nabla au carré fx de Rn vers Rnn, donc c'est une matrice de dimension n, matrice carrée, est appelée matrice hessienne de f et est définie par la matrice hessienne d'une fonction f de x égale à ça. Donc, nous avons la première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. En fait, la première ligne, on voit clairement ici la dérivée de x1. Donc, pour le premier élément, il y a la dérivée par rapport à x1, il y a la dérivée par rapport à x2, il y a la dérivée par rapport à x3. Donc, nous avons ici, pour la première ligne, nous avons la dérivée de f de x par rapport à x1. Donc, cette dérivée par rapport à x1, elle est dérivée pour une deuxième fois par rapport à la variable qui correspond au nombre du colonne. Donc, par exemple ici, c'est la dérivée par rapport à x1 dérivée une deuxième fois par rapport à x1, puisque nous sommes sur la première colonne. Deuxième colonne, c'est la dérivée de x1, dérivée de la fonction par rapport à x1, dérivée une deuxième fois par rapport à x2, et ainsi de suite. Pour la deuxième ligne, c'est la dérivée de la fonction par rapport à x2 qui reste avec nous sur toute la ligne. Et puis à chaque colonne, on dérive cette dérivée par rapport à donc. Pour la deuxième ligne, c'est la dérivée par rapport à x2 qui va rester avec nous. Et la troisième ligne, la énième ligne, c'est la dérivée par rapport à x de n. Et comme vous voyez ici, ça c'est en fait le gradient de la fonction. Donc la matrice hessienne, pour calculer la matrice hessienne et pour faciliter les calculs, donc je commence par le calcul du gradient. Lorsque je calcule le gradient, je calcule par la suite ma matrice hessienne. Ça sera la première ligne, premier élément, deuxième élément, énième élément. Donc la première ligne, le premier élément, c'est la dérivée du premier élément du gradient par rapport à x1. Donc le premier élément par rapport à x1. Deuxième ligne, premier élément toujours par rapport à x2. Troisième composante, première ligne toujours par rapport à x3. Et ainsi de suite. Donc, on va faire la même chose avec les autres lignes. Prenons un exemple pour illustrer ça. Donc,
soit la fonction fx1, x2, x3 égale à l'exponentielle de x1 plus x1 au carré, x3 moins x1, x2, x3. Donc, calculons tout d'abord le gradient, passons par le calcul du gradient. Premier élément du gradient, c'est la dérivée de ma fonction par rapport à x1. Donc, j'aurai ici x1 plus 2x1 au carré fois x3 moins x2, x3. Donc ça, c'est le premier élément du gradient. X au carré, et exponentielle x1 plutôt. 2x1 au carré fois x3 moins x2 fois x3. Deuxième élément du gradient, c'est la dérivée de ma fonction, par rapport à x2. Donc, ça sera, ça c'est 0, ça c'est 0, et ça c'est moins, par rapport à x2, moins x1, x3. Donc, c'est moins x1, x3. Troisième élément du gradient, c'est la dérivée de ma fonction par rapport à x3. Donc, ça c'est 0, ça c'est x1 au carré, et ça c'est moins x1, x2. Donc, x1 au carré moins x1, x2. Maintenant, pour le calcul de la matrice hessienne, je vais tout simplement, donc pour la première ligne, ça concerne le premier élément du gradient. Donc ici, je vais dériver cet élément par rapport à x1. Ici, je vais dériver par rapport à x2. Ici, je vais le dériver par rapport à x3. Donc la première ligne GD concerne le premier élément du gradient. Je commence. Donc, par rapport à x1, ça sera exponentielle x1 plus, attention ici, il n'y a pas de puissance. Hein. Donc, plus 2x3 moins 0. Il n'y a pas de x1. Donc, voilà donc le premier élément de ma matrice. Je reste sur la même ligne et je fais la dérivation de du premier élément du gradient par rapport à x2. Je vais avoir, premier terme c'est 0, deuxième terme c'est 0, troisième terme c'est moins x3. Moins x3. Moins x3. Le troisième élément, donc toujours je reste avec le premier élément du gradient, troisième composante ici, c'est la dérivée de ça par rapport à x3, ce qui donne donc 2x1 moins 2, plutôt moins x2, il n'y a pas de 2x2, donc moins x2. Je passe à la deuxième ligne, donc je vais travailler avec ce terme. Première composante, c'est la dérivée de ce terme.
de cette composante par rapport à x1, cela nous donne moins x3. Moins x3. Deuxième composante, c'est la dérivée du même élément du gradient par rapport à x2. Cela donne 0. Troisième composante, c'est la dérivée de ça par rapport à x3. Dérivée deuxième élément par rapport à x3, ça donne moins x1. Moins x1. Passons au troisième élément, donc troisième ligne, ici, ça concerne troisième élément. Je vais faire la dérivée par rapport à x1, puis la dérivée par rapport à x2 ici, puis ici, la dérivée par rapport à x3. Je commence. Par rapport à x1, ça sera x1 au carré, donc 2x1 2x1 moins x2. Moins x2. Deuxième, donc ça sera par rapport à x2, la dérivée par rapport à x2, ça me donne moins x1. Le troisième, c'est par rapport à x3. Ici, j'ai pas de x3, donc ce sera 0. Voilà donc ma matrice hessienne. Si je le remarque bien, c'est que cette matrice est une matrice, symétrique. Donc ça égale à ça égale à ça ici. Et de même pour ce composant qui est égal à ce composant. Si je calcule une matrice hessienne et je ne trouve pas qu'elle est symétrique par rapport aux diagonales, alors je dois refaire mes calculs. J'ai seulement une erreur. Nous avons dit dans le théorème 3.1 qu'une fonction f de x est convexe. Cela implique impérativement que sa matrice hessienne est définie positive. Donc, le problème de démontrer qu'une fonction f de x est convexe, donc ça peut se faire en démontrant que la matrice hessienne de cette fonction est définie positive. Alors, définissons qu'est-ce que ça veut dire définir positif. La matrice A carré est dite définie positive lorsque cette expression, cette forme quadratique est supérieure à 0. X transposé fois A fois X est supérieur à 0, quel que soit X dans Rn avec X différent de 0. Avec X différent de 0. Si de plus A est symétrique, toutes ses valeurs propres sont strictement positives. Ces valeurs propres sont strictement positives. Maintenant, pour démontrer qu'une matrice est définie positive, il faut démontrer que xa fois x soit supérieur
à 0, quel que soit x dans Rn avec x égale pas à 0. Et encore, démontrer cette définition, c'est un peu difficile parce qu'en fait, ici, je dis quel que soit x dans Rn. Je ne peux pas exhauster toutes les valeurs de x dans Rn. Et c'est pourquoi on fait recours à notre théorème pour vérifier qu'une matrice est définie positive. Donc, le théorème de Sylvester, qu'est-ce qu'il dit? Une forme quadratique est définie positive, ça veut dire supérieur égal à 0, ou supérieur à 0 plutôt. Donc, supérieur à 0 est définie positive si et seulement si tous les principaux mineurs successifs de la matrice A sont positifs. Avec une remarque, si A n'est pas symétrique, alors le critère de Sylvester n'implique pas la définie positivité de cette forme quadratique. Donc, pour pouvoir appliquer le théorème de Sylvester, il faut que cette forme, il faut que A soit symétrique. Donc, ce qu'on doit connaître par la suite, c'est c'est quoi les principaux mineurs d'une matrice. C'est quoi les principaux mineurs successifs d'une matrice. Alors, soit la matrice A, 3, 3, donc A1, 1, A1, 2, A1, 3, ainsi de suite. Quels sont les principaux mineurs de cette matrice? Alors, le premier principal mineur que je vais appeler delta 1 égale tout simplement au premier élément. Le deuxième, c'est le déterminant. Donc, c'est ça. Donc, delta 2 égale à ça. C'est ce déterminant. C'est le déterminant. Voilà. Donc, au nom à gauche du principaux mineurs, en haut, donc on commence par le premier élément ici, et puis on augmente les dimensions à chaque fois. Donc le deuxième, le troisième, c'est ça. Donc c'est le déterminant. Le troisième, c'est le déterminant de toute la matrice. Et ainsi de suite. Si j'ai encore ici des valeurs, hein, si j'ai comme ça des valeurs ici, le quatrième sera tout ce déterminant. Donc, si tous ces déterminants sont positifs, alors la matrice A est définie positive. Donc, si je trouve que delta 1, delta 2, delta 3 sont positifs, je dis que la matrice A est définie positive. A est définie positive. Si je trouve que delta 1 inférieur à 0, delta 2 supérieur à 0, delta 3 inférieur à 0, ainsi de suite, si j'ai d'autres delta. Alors, dans ce cas, je dis que A est défini négatif. Dérivée directionnelle.
soit f de Rn vers R défini sur un voisinage vide d'un point x0, soit D, un vecteur unitaire. On appelle la dérivée de f au point x0 dans la direction D, f' x0d égale à la limite, lorsque alpha tend vers le 0, de fx0 plus alpha d moins f de x0 sur alpha. En plus, si f est différenciable en x0, alors la dérivée directionnelle de f sur le point x0 selon la direction d égale au gradient de cette fonction fois le vecteur de direction d. Alors, supposons nous avons une fonction en 3 dimensions. Alors, ça, on appelle la fonction de Rosenbrock. Donc, nous avons la fonction, cette fonction. En fait, la dérivée de cette fonction selon l'axe des x, ça c'est l'axe des x. X, ici c'est l'axe des y. La dérivée de cette fonction selon l'axe des x, dérivée x, y par rapport à x, est en fait la pente de la tangente selon l'axe des x. Donc, si je trace ici à ce point, je vais appeler le point x0. Donc, x0. Si je trace la tangente qui est parallèle à l'axe des x. Donc, la pente de cette tangente égale à cette dérivée. Si je trace la tangente selon l'axe des y sur ce point qui passe par ce point, donc la pente de cette tangente, c'est la dérivée de f de x, y par y. Donc, dans ce repère orthonormal, nous avons le vecteur unitaire selon l'axe des x, je vais appeler E, et le vecteur unitaire selon l'axe des y, je vais appeler G. Donc, si je veux connaître la tangente qui est parallèle à l'axe des x, je fais la dérivée par rapport à x. Si je veux connaître la tangente, la pente de la tangente qui est parallèle à l'axe, ça veut dire parallèle au vecteur g, je calcule la dérivée selon y. Cependant, si je veux connaître la tangente de la pente selon une autre direction, parce que ici, sur ce point, x0, je peux tracer autant de tangentes que je veux. Et chaque tangente, elle a une pente. Alors, si je veux calculer la pente de la tangente qui est parallèle à un vecteur D, qui est égal, donc je vais mettre cet angle égal à θ, donc le vecteur D égale à quoi?
égale à E fois sinus θ plus G fois cosinus θ. Alors, je veux connaître la pente de la tangente sur le point x0 dans la direction de ce vecteur, dans la direction du vecteur D. Alors ici, cette pente, je vais l'appeler la dérivée directionnelle de f de x, y, qui est la dérivée directionnelle qu'on a définie tout à l'heure, donc qui est f' x0, j'ai appelé x0, y0 parce que ce sont deux axes, donc x0, y0, selon le vecteur D. Égal à quoi, en fait? Ça égale à la dérivée par rapport à x fois sinus θ, regardez bien ici, et la définition de D, I fois sinus θ. Donc c'est la dérivée fois sinus θ plus la dérivée par rapport à y fois cosinus θ. Donc je vais changer de tableau pour que les choses soient claires. Donc, je vais réécrire. J'ai dit que la tangente, la pente de la tangente dans la direction D, ça veut dire direction, dérivée directionnelle de f de x, y dans la direction D égale, donc ici on l'a écrit ici, comme ça, f' de x0, y0 selon la direction D égale à la dérivée partielle par rapport à x fois sinus θ plus la dérivée par rapport à y fois cosinus θ. Et cela me donne quoi? Ça me donne ça. Donc la dérivée de f de x, y fois e plus la dérivée fx, y sur d de y fois g, produit scalaire, qu'est-ce qu'il me reste ici? E fois sinus θ plus g fois cosinus θ. Et vous voyez que cette expression-là, c'est en fait c'est le gradient de f de x, y. Tout ça, c'est le gradient. Fois, et ça c'est quoi? On a défini déjà, on a dit que D égale à E fois sinus θ plus G cosinus θ. Donc c'est D, E fois sinus θ plus G cosinus θ. Donc c'est le vecteur D. Alors, le produit scalaire de deux vecteurs égale à la norme de ces deux vecteurs fois le cosinus
dans l'angle entre ces deux vecteurs. Donc phi, c'est l'angle entre le gradient et D. Donc on appelle ça c'est phi. Et puisqu'on a dit que D est un vecteur unitaire, donc son module égale à 1. Ce qui me reste, c'est plutôt, donc c'est le module, la norme du gradient fois cosinus phi. Alors, ici, donc déjà, on a premier résultat, c'est que d de u fois f de x, donc la dérivée directionnelle d'une fonction, c'est son gradient multiplié par le vecteur de direction. Encore, on trouve que cette dérivée directionnelle égale à la norme du gradient fois cosinus phi. La valeur maximale que peut prendre cosinus phi, c'est 1. Et ça, c'est quand? C'est lorsque le D et le gradient sont en la même direction. Lorsqu'ils sont identiques comme ça. Donc, lorsqu'ils ont la même direction. Donc, on dit que la valeur maximale, le max d'une dérivée directionnelle, c'est la direction, c'est dans la direction du gradient. C'est dans la direction du gradient. La plus grande pente, la plus grande pente, ici, la plus grande pente, ou bien la tangente avec la plus grande pente qu'on peut trouver ici, c'est la tangente qui a le support du vecteur gradient. Donc, dans la direction, ça veut dire dans la direction du gradient. Si on veut monter vers la plus grande montée, on doit suivre le vecteur gradient. Et donc, par conséquent, si on veut descendre vers la plus grande descente, donc en anglais on appelle steeped descent, on doit suivre la direction du moins gradient. Voilà, donc la relation entre la dérivée directionnelle et le gradient.